Bonjour et bienvenue dans Entreprendre avec équilibre, le podcast qui t'aide à créer ta vie d'entrepreneur en pensant à ton bien-être. Pris dans nos projets pro et le rythme palpitant de la vie d'entrepreneur, parfois on s'oublie. Alors comment trouver un équilibre entre le pro et le perso ? Comment soigner sa santé physique et mentale en gérant son business ? Comment entreprendre et profiter pleinement de sa vie ? Si tu te poses ces questions, ce podcast est fait pour toi. Chaque mois, découvre des épisodes pour t'aider à mener une vie harmonieuse et épanouissante. Une vie qui te permet de concilier à la fois le pro et le perso. Une vie qui te permet de trouver ton propre équilibre. Hello et bienvenue dans cet épisode solo encore où je vais parler d'attirer ton client idéal. Alors pourquoi j'ai envie de faire cet épisode-là et de parler vraiment de son client idéal et quel est le lien avec l'équilibre dans tout ça ? En fait, pour moi, ça fait partie de l'équilibre parce que l'équilibre, il y a quand même cette notion d'alignement, du fait d'être aligné avec soi-même et d'avoir une vie plus sereine, plus épanouissante. Et forcément, quand on parle business, il y a aussi cette idée d'épanouissement dans le business et je trouve que ça passe aussi par les clients qu'on va avoir. En tout cas, c'est quelque chose que je remarque avec mes clients. J'ai réussi à construire des relations de confiance avec mes clients et en fait, mes clients, c'est des entreprises, je suis dans le B2B, donc c'est encore un peu particulier par rapport à quelqu'un qui travaillerait dans le B2C. Mais même si c'est une entreprise, derrière, il y a des individus, j'ai des contacts, des référents, on va dire, internes avec qui j'échange régulièrement. Et les personnes avec qui j'échange régulièrement, j'ai remarqué qu'on avait réussi à construire vraiment une relation de confiance et que ça me faisait plaisir, en fait, de travailler avec eux et que j'avais quand même cette chance. Enfin, je sais pas du coup si c'est une chance ou au final, il y a quand même des choses dont je vais vous parler que j'ai pu mettre en place assez rapidement. Mais il y a vraiment cette notion, voilà, de client idéal et je le vois avec mes clients. Je suis vraiment contente de travailler avec eux. Et il y a des personnes avec qui j'ai pas envie de travailler et avec qui, du coup, je ne travaille pas. Et au final, il y a un tri assez naturel aussi qui se fait quand on se donne la chance d'être qui on est et d'être aligné avec ce qu'on dit, ce qu'on fait, d'attirer aussi à soi des personnes qui, finalement, nous ressemblent ou nous correspondent, en tout cas. Et après, moi, dans mon domaine, c'est un domaine qui est pas ultra sexy non plus, qui est très corporate, qui est lié à la conformité, donc c'est pas des sujets passionnants. Et malgré tout ça, voilà, comme je le disais, je suis vraiment contente des personnes avec qui je suis en contact dans les entreprises. Et c'est un constat que j'ai fait il y a quelques mois en me disant, mais en fait, alors il y en a certaines, ça va être ponctuel et dans ces cas-là, c'est un peu moins déterminant dans le sens où si une fois, tu as un client avec qui ça se passe pas super bien, voilà, ou avec qui forcément t'as pas d'atome crochu, c'est pas non plus l'idée. Je veux dire, ton client, ça va pas être ton ami. Précision faite aussi que je suis en prestation de service et cet épisode peut-être s'adresse principalement aux prestataires de services. Je trouve que pour les produits, ça s'applique moins. En tout cas, tu peux me dire ce que tu en penses si tu vends des produits, à savoir est-ce que les astuces là que je vais partager te sont également utiles ? Ce serait hyper intéressant en tout cas d'avoir ton retour. Et donc pour revenir au client idéal, par client idéal, j'entends un client qui te respecte et qui partage avec toi des valeurs. Et en fait, ça va me permettre de faire le pont sur le premier point que j'avais envie d'aborder avec toi à ce sujet-là. Parce que j'ai listé plein de trucs. J'espère que je vais arriver à faire un truc assez construit. Mais en tout cas, voilà, il y a cette notion de valeur, de bien connaître tes valeurs et tes anti-valeurs. Alors, si c'est quelque chose avec lequel tu n'es pas du tout familier, je t'invite vraiment à écouter un épisode que j'ai enregistré sur le sujet avec Romain Drouet, qui par ailleurs est mon coach et avec qui j'ai travaillé les notions des valeurs et des anti-valeurs et avec qui on a travaillé, retravaillé tout ça parce qu'au final, il y a toujours moyen d'approfondir ce sujet-là et de l'affiner et d'apporter plus de précision dans les valeurs qu'on a. Mais en tout cas, voilà. Je vais faire un petit résumé, mais vraiment, je t'invite à écouter l'épisode si c'est quelque chose que tu n'as pas déjà fait, si c'est un sujet auquel tu ne t'es pas déjà intéressé, parce que Romain l'explique beaucoup mieux que moi. C'est pas pour rien que c'est mon coach. Mais en tout cas, les valeurs, pourquoi c'est si important ? Les valeurs, connaître ces valeurs, ça va permettre d'être aligné avec ce dont tu as envie. Et connaître tes antivaleurs, ça va permettre de fuir ce qui n'est pas aligné avec toi.
L'idée, c'est quoi? C'est d'identifier un top 5, top 7 de valeurs qui te tiennent vraiment à cœur, qui sont pour toi essentielles. Et alors, on a tous des mots un peu bateaux qui peuvent venir à l'esprit, comme la liberté, le respect, etc. Et c'est OK. La seule chose, c'est vraiment d'avoir conscience de qu'est-ce que tu mets derrière la définition que tu vas donner aux mots que tu emploies. Je vais te donner un exemple très concret. Pour moi, il y a cette notion de liberté. Et cette notion de liberté, elle s'exprime à la fois dans le fait de pouvoir organiser ma journée de travail, mais aussi de pouvoir être libre de mes déplacements géographiques. Il y a plein d'éléments en fait qui vont rentrer en compte dans cette liberté et qui seront peut-être pas les mêmes que quelqu'un qui va aussi avoir cette notion, cette valeur de liberté. Romain nous dit toujours, il faut qu'on puisse dresser un tableau hyper précis avec les mots que tu utilises et ce que tu me dis, il faut que je puisse dessiner ta valeur. L'idée, c'est vraiment de partir du principe qu'en face, on a quelqu'un qui a aucune notion, qui n'aura aucune idée préconçue du mot et qu'il faut pouvoir lui définir le plus précisément possible. Aller dans cette précision, ça va permettre de vraiment savoir pour soi-même aussi, mettre de la conscience sur c'est quoi la valeur dont on est en train de parler et en quoi elle est si importante pour nous. Et à contrario, pour l'antivaleur, en quoi c'est aussi rédhibitoire et en quoi ça correspond aussi. Je te donne un autre exemple. Dans une de mes valeurs, il y a celle du dépassement de soi. Dans le dépassement de soi, je vais mettre le fait de pouvoir apprendre en continu. Dans le fait de pouvoir apprendre en continu, qu'est-ce que j'entends par là? Ça va être le fait de pouvoir me former chaque année, du coup, d'avoir tant de budget alloué aux formations. Encore là, je te donne des grandes lignes qui sont assez généralistes, on va dire, et encore, parce que je vais mettre un chiffre précis derrière, ça va être un peu plus précis. Et l'idée, là, c'est pas de dresser toutes mes valeurs avec toute leur précision, mais de vraiment, en fait, t'inviter à te poser sur tes valeurs et à faire ce travail de précision. Et encore, je le répète, mais si c'est un sujet qui t'intéresse, il y a l'épisode avec Romain où il explique bien mieux que moi. Ça, en tout cas, pour moi, c'est vraiment la première chose à savoir et à connaître chez soi pour pouvoir attirer son client idéal et aussi pour pouvoir faire fuir son anti-client, en fait, la personne avec qui on n'a pas du tout envie de travailler. Connaître ses valeurs, ça va aussi permettre de vraiment pouvoir écouter et poser ses limites. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un va venir entraver une valeur, va venir à l'encontre d'une valeur ou une anti-valeur va apparaître, tout de suite, on va avoir une petite alarme qui, dans l'inconscient, puis le conscient très rapidement, vont venir s'allumer et ça va permettre de vraiment pouvoir écouter le fait que nos limites sont en train d'être entravées, de comprendre rapidement de quoi il s'agit, de l'identifier. Et ça va rejoindre un petit peu ce que je vous disais dans l'épisode la semaine dernière sur les émotions. Mais en général, quand on a une émotion comme la colère qui vient nous titiller, c'est parce qu'il y a des limites qui ont été franchies et notamment des valeurs qui n'ont pas été respectées. Donc si jamais on a une émotion comme ça qui vient nous titiller de colère, c'est d'être à l'écoute de cette émotion et de se dire « Oula, attends, là, ce que je suis en train de ressentir, c'est pas pour rien. Il y a vraiment un message derrière. Je me sens en colère parce que voilà, j'ai identifié, ok, il y a ça, ça, ça. Et en même temps, qu'est-ce qui se cache derrière la colère? Une limite a été franchie. Mes valeurs, c'est celle-là. Là, cette personne, en fait, elle est en train de faire exactement le contraire de ce que j'attends d'une personne avec qui je vais être en relation. Même si c'est une relation commerciale, ça n'empêche pas qu'on puisse avoir des relations pérennes, sereines et qui soient aussi épanouissantes au travail. Et donc, c'est de venir se dire, ok, ben là, comment je vais pouvoir agir dessus et comment je vais pouvoir faire en sorte de réaffirmer peut-être mes limites ou d'utiliser des outils de communication avec la personne parce que peut-être qu'elle ne le fait pas exprès, etc., etc. Et en fait, il y a un autre élément qui, pour moi, est intéressant, sur lequel je n'avais pas forcément mis de la conscience jusqu'à cet été. C'est bien beau d'avoir ses valeurs, de connaître ses limites, de les écouter et de les poser. Mais il y a un ingrédient essentiel sans lequel tout ça n'a pas vraiment de sens, je trouve, c'est de savoir exactement ce que tu veux. Et je dis ça pour le client idéal, mais ça marche aussi en amitié, ça marche aussi en amour, ça marche avec n'importe quelle relation qu'on peut avoir avec les autres.
c'est de savoir en fait, c'est qui ton client idéal? Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Parce qu'évidemment, si tu ne te l'es pas posé, bah, tu vas apprendre par expérience. Et même si tu te l'es posé et que tu as défini certains critères, peut-être que demain, tu vas faire une expérience où tu vas te rendre compte qu'il y a tel élément qui finalement correspond pas vraiment à ce que tu veux, et donc tu vas pouvoir l'affiner par l'expérience. Et ça aussi, c'est un point que je voulais souligner. La définition de ton client idéal, elle n'est pas figée. Elle peut évoluer et se préciser. D'où l'importance, je trouve, de savoir aussi exactement ce qu'on veut et en quoi consiste notre client idéal. Parce que si on ne se pose pas la question, c'est un peu naviguer sans boussole ou avec une boussole qui serait peut-être les valeurs, si je fais une comparaison. Mais en tout cas, une comparaison, analogie, je sais plus, je crois que comparaison, il faut dire comme. Donc la boussole serait comme les valeurs. Et en tout cas, c'est comme naviguer sans savoir où tu vas aller. Si tu ne sais pas où tu vas aller, tu vas pouvoir naviguer longtemps sans arriver à destination. Peut-être qu'à un moment, tu vas arriver à une destination, tu vas dire « Oh bah tiens, ça c'est cool, ça correspond bien à ce que je cherchais. » Mais tant qu'à faire, avoir une idée clairement de là où tu vas aller et te diriger sereinement vers là où tu as envie d'aller. Et c'est un peu ça l'idée aujourd'hui de l'exercice que j'ai envie de te proposer sur comment trouver ton client idéal en ayant bien en tête ces histoires de valeurs et aussi ces histoires d'émotions si jamais tu es dans une situation ou même si tu repenses à certaines situations, tu vois, où tu te dis « Ah bah tiens, avec tel client, quand il a dit ça, je me suis sentie en colère, mais finalement, est-ce que ce serait pas parce que à ce moment-là, il y a telle antivaleur qui a pop-up ou il a dépassé une limite qui, moi, m'était importante, etc. » Et donc, je t'invite à dresser une liste précise de ton client idéal. Alors, certains l'appellent le persona, hein, mais on trouve un peu de tout en termes d'exercice là-dessus. Et là, moi, où j'ai envie de... Les questions que j'ai envie de t'inviter à te poser, au-delà de est-ce que je sais pas, est-ce que c'est une femme, un homme, pour ceux qui sont en B2B, quel type d'entreprise, qui est le référent que tu vas avoir en contact. Il y a toutes ces questions-là qu'on nous invite à nous poser pour définir notre persona, pour avoir une idée claire de la cible des personnes avec qui on va faire des affaires. Mais au-delà de ça, moi j'ai envie d'amener d'autres nuances qui sont celles comment ton client idéal, il se comporte avec toi. Qu'est-ce que tu attends de ton client idéal? Par exemple, d'être payé à la réception de la facture, tu vois? Qu'il ne te demande pas une ristourne sur toutes tes factures. Ça peut être ce genre de choses. Et de vraiment te poser la question: «Qu'est-ce que je veux pour moi et mon client idéal, comment il se comporte avec moi dans le meilleur des mondes, dans le monde idéal?» Et aussi de faire en parallèle le travail opposé, c'est-à-dire: qu'est-ce que tu ne veux pas? Qu'est-ce que tu ne veux pas? Comment tu ne veux pas que ton client se comporte avec toi? À partir de ces éléments-là que tu vas pouvoir lister, alors des éléments qui peuvent concerner le paiement, qui peuvent concerner la manière dont ton client va communiquer avec toi, la manière dont il te traite, ça peut toucher à plein d'aspects aussi en fonction du business que tu vas avoir, etc. À partir de là, ce que je t'invite à faire, c'est de dresser 3 listes. La liste des drapeaux verts, des drapeaux oranges et des drapeaux rouges. Tu sais où je veux en venir. La liste des drapeaux verts, en gros, c'est le truc que ton client idéal fait et que tu kiffes. Et c'est pour ça que tu le kiffes. Je peux revenir à mon exemple de payer la facture à réception, tu vois. Si quelque chose ne lui plaît pas aussi, de te le dire en utilisant la communication non violente ou des outils qui permettent de communiquer entre adultes responsables. Dans les drapeaux verts, tu vas avoir notamment tout ce qui rejoint les valeurs communes que vous pouvez avoir. Dans les drapeaux oranges, ça va être les comportements qui te conviennent pas forcément, mais où tu sais que en communiquant en gros avec ton client, vous allez pouvoir trouver une manière de faire en sorte que chacun se sente bien dans la relation commerciale et de pouvoir avancer ensemble. Et dans les drapeaux rouges, tu vas avoir les comportements qui passent pas du tout, qui ne te conviennent pas du tout et où tu sais que tu n'as pas envie de travailler avec des personnes qui ont ces comportements-là, ce qui rejoint les antivaleurs. Et ça, aussi, de le lister pour que tu aies bien en tête
Après, libre à toi de prendre la décision ou pas, en toute conscience de si tu continues la relation commerciale ou pas. Mais sache aussi, il y a une phrase que j'adore, que mon coach répète souvent, mais elle est tellement vraie. Quand tu dis oui à quelque chose, tu dis non à quelque chose. Donc si tu as un client qui a un red flag, qu'il apparaît et que tu le laisses et que tu lui dis oui en quelque sorte, c'est que peut-être tu vas dire non à un autre potentiel client qui lui aurait que des drapeaux verts. Donc il y a aussi ça à garder en tête. Mais voilà, d'avoir ces 3 listes et de mettre quelques éléments, histoire d'avoir un petit peu en tête aussi comment ton client se comporte avec toi, idéal, et qu'est-ce que tu ne laisseras pas passer, qu'est-ce qui vraiment est rédhibitoire pour toi. Je sais pas, mais même par exemple, le fait qu'un client te parle mal, est-ce que ça, tu accepterais ou pas? Voilà. Est-ce que tu le mets dans la colonne des drapeaux rouges, tes drapeaux oranges ou tes drapeaux verts? Bon, drapeau vert, je pense pas, hein. Et encore que chacun est libre de ses choix, mais bon, voilà, d'avoir bien ça en tête. Une fois que tu as dressé donc le portrait de ton client idéal, de comment il se comporte avec toi, que tu as mis en opposé ton anti-client, comment il se comporte et ce que tu ne veux pas du tout, et que tu as listé les petits drapeaux rouges, orange et vert, qu'est-ce que ça va pouvoir te permettre de faire? Parce que bien évidemment, tout ça c'est bien beau, mais il y a un autre ingrédient qui va être nécessaire si on veut que tout cela fonctionne, ça va être d'agir en conséquence. Le passage à l'action. De si jamais, typiquement, tu as une action qui se présente à toi, qui a un drapeau rouge, d'agir en conséquence avec bienveillance, mais aussi avec fermeté et d'être en fait ton meilleur allié. Parce que tu es ton meilleur allié et personne ne le fera pour toi. Et un client, alors, bon, il y a des gens, il y a des personnes sur Terre qui sont malveillantes, on est d'accord, etc. Mais il y a aussi beaucoup de personnes qui peuvent agir de manière irrespectueuse sans même s'en rendre compte parce qu'elles n'auront pas la même définition du respect ou alors tout simplement parce que ça les arrange et qu'elles vont fermer les yeux dessus. Il y a des personnes qui vont voir juste le bout de leur nez et qui vont agir parce que par rapport à leur situation et ce qu'elles sont en train de vivre, ça leur semble être la meilleure réaction, mais en fait, elles n'ont pas pris en compte les conséquences et l'impact que ça pourra avoir sur toi. Il y a vraiment plein d'éléments qui sont à prendre en compte et qui entrent dans l'équation. Et donc, c'est à toi de faire tes choix pour toi et de voir qu'est-ce que tu acceptes, qu'est-ce que tu n'acceptes pas et comment tu agis en conséquence. Alors, je sais que dire ça, c'est bien plus simple à dire qu'à faire, mais déjà, je pense qu'en avoir conscience, c'est le premier pas pour ensuite se donner les moyens. Et il y a peut-être des fois, dans des situations où tu vas pas trop réussir à réagir comme tu aurais aimé, ou alors tu vas avoir du mal peut-être à dire complètement tes limites et tu vas faire un compromis qui finalement ne te correspond pas vraiment et qui te plaît pas vraiment. Mais déjà, rien que d'en avoir conscience et de faire des petits pas jusqu'à celui qui te libérera tout ça, je pense que ça peut être très libérateur justement. Et c'est comme ça qu'on apprend aussi et qu'on peut avoir de plus en plus d'assurance et qu'on arrive ensuite à avoir des mécanismes aussi de défense qui vont s'actionner sans même qu'on s'en rende compte à la fois suivante. Je te donne un exemple, je reste sur cet exemple de client qui ne te paye pas à la réception de la facture ou qui te paye en retard. Et je dis ça, moi-même, j'ai eu des paiements en retard au début. Typiquement, voilà, la première fois où ça m'est arrivé, mais j'ai trouvé des excuses. Je me suis dit, mais non, ça doit être le rush pour cette personne. Et puis, de toute façon, elle va me payer. Nanana. Et j'attendais. Et franchement, j'ai attendu un petit moment quand même, la première fois que ça m'est arrivé. Et je relançais poliment, mais sans trop d'assurance, en fait. Je pense que même dans les phrases que je devais utiliser dans mes emails ou quand j'appelais la personne, dès qu'elle me sortait des excuses, j'étais « Ah oui, bon, ok. » Et en fait, jusqu'au moment où je me suis dit « Mais là, c'est abusé. J'ai fourni le travail. Je mérite d'être payée. C'est le prix qui avait été annoncé. La personne était bien d'accord là-dessus. Et c'est pas à moi d'en pâtir parce qu'elle s'est mal organisée dans son entreprise et que du coup, elle me paye pas dans les temps, en fait. Non, c'est juste pas possible. Je vais pas... Déjà, j'assume ma responsabilité pour moi, mais je vais pas prendre celle des autres, sinon je m'en sors pas. Et donc, il y a une fois où, au lieu de relancer sans conviction, j'ai vraiment, dans ma tête, c'était bon, là, c'est soit elle me paye, soit j'arrête de travailler, en fait.
Et je pense que c'est aussi quelque chose que les personnes en face ressentent de manière inconsciente parfois ou consciente. Mais en tout cas, cette fois-là, typiquement, la personne m'avait payé parce qu'elle avait bien senti qu'en fait, là, elle était allée trop loin. Et honnêtement, j'avais beaucoup attendu. Donc, je dis ça aussi parce que ça m'a servi pour les fois d'après, pour te montrer que c'est pas non plus toujours évident et que ça nous arrive à tous des fois de mettre du temps à faire un truc et de procrastiner un peu dessus. Après, ça vient nous chercher aussi des fois sur certaines peurs, etc. Mais là, typiquement, pour les fois d'après, en fait, ça m'a appris à être plus réactive. Et désormais, quand il y a un impayé, rapidement, je vais contacter la personne. Et tout de suite, je vais être dans une énergie de, en fait, c'est mon droit. Là, il y a une facture qui n'est pas payée. Je me permets d'appeler. J'ai envie de comprendre. Ok, ça va être payé demain. Parfait, merci, au revoir. Enfin, ça n'a pas besoin d'aller plus loin. Mais voilà, c'était un peu l'exemple que j'avais envie de donner parce que je trouvais qu'il était assez révélateur quand même de l'énergie qu'on peut mettre dedans, du discours qu'on peut se donner aussi, l'impact que ça va avoir, et de l'importance du coup d'agir en conséquence et d'être ferme dans son action, de le faire avec de la conviction et d'être son meilleur allié, quoi, tout simplement. Alors, évidemment, là, il y a un autre élément qui rentre aussi en compte, c'est de se sécuriser suffisamment pour pas dépendre d'un client. Parce que si on a le couteau sous la gorge et qu'on dépend d'un client et que ce client, il nous maltraite, mais que derrière, on a des factures en fin de mois payées et qu'on sait qu'on dépend de ce client-là, ça va être beaucoup plus difficile de pouvoir agir en conséquence. Donc là, l'idée, c'est quoi? C'est si tu es dans cette situation-là, de tout faire pour trouver un autre client en parallèle et pouvoir lâcher celui qui ne te correspond pas et qui est ton anti-client dès que possible. Là-dessus, j'ai aussi envie de rebondir sur un autre élément, c'est de pas, pour moi en tout cas, de pas se contenter de la médiocrité aussi. Parce que des fois, on a des situations où c'est pas tout noir, tout blanc, c'est un peu entre deux. C'est-à-dire le client où en fait, qui est pas le client idéal, mais pas l'anti-client non plus, et qui pourtant, des fois, va avoir des actions pas ouf et où, en fait, il n'est pas si terrible que ça parce qu'il pourrait y avoir pire. Oui, mais il pourrait y avoir mieux aussi. Et pour moi, je trouve ça aussi important de ne pas se contenter de la médiocrité parce qu'en fait, c'est quelque chose qui ne pourra pas t'aider à te tirer vers le haut, qui ne pourra pas t'aider à avoir ton client idéal, plus de clients idéaux, etc. Et là encore, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais déjà en avoir conscience et de petit à petit bouger, de tester des choses, de trouver des solutions, c'est pour moi en tout cas quelque chose qui est primordial pour pouvoir vraiment avoir des relations saines, tu vois, tout simplement. Parce que le boulot, faut pas l'oublier, mais même quand on a son business à gérer, on n'échappe pas à cette règle que en fait notre boulot, c'est quand même une bonne partie de notre vie. Alors sauf si tu délègues toute la partie gestion du client, ouais, sauf si tu délègues toute cette partie-là, et encore que qui t'a envie de servir en fait dans le business que tu crées, qui t'a envie de servir, quel est le sens que tu as envie de donner à ça. Et donc il y a toutes ces questions-là aussi pour moi qui rentrent en jeu et qui en fait viennent nourrir tout un écosystème où quand tu es à la bonne place, que tu travailles avec tes clients idéaux et que tu nourris des relations saines, tout ça, c'est un cercle vertueux en fait. Et c'est l'effet un peu boule de neige où du coup, tu vas attirer de plus en plus de tes clients idéaux et tu vas apporter de plus en plus de valeur et du coup, on va t'en apporter de plus en plus aussi, etc., etc. Et pour en revenir à cette notion d'avoir conscience de ça, à quoi tu dis oui et de ce que tu acceptes, et sur le fait de bouger si ça ne te convient pas et de tester des nouvelles choses, il y a un livre dont j'aimerais te parler, c'est Who Moved My Cheese? Alors en français, c'est Qui a piqué mon fromage? De Spencer Johnson, qui utilise une métaphore simple pour illustrer la manière dont les personnes vont réagir face aux changements dans leur vie personnelle ou professionnelle. Et dans ce livre, en fait, il met en scène l'histoire de 4 personnages, 2 petites souris et 2 petites personnes. Donc ces 4 petites personnes, ces 4 petits personnages, pardon, ils vivent dans un labyrinthe et ils passent leur temps à chercher du fromage parce qu'ils se nourrissent de fromage.
le fromage, ici, dans cette histoire, va vraiment symboliser ce qu'on souhaite dans la vie, le bonheur, le succès, l'amour, la richesse, tout ce qu'on a envie de mettre derrière, quoi. Et donc les 4 petits personnages trouvent une réserve de fromage et s'y installent. Donc chaque jour, chaque matin, elles savent où trouver le fromage et dès qu'elles y vont, il y a du fromage. Donc tous les jours, le fromage est là et elles mangent le fromage, c'est un festin. Donc tous les matins, les 2 petites personnes, les 2 petites souris se retrouvent dans ce lieu pour manger le fromage. Et un jour, le fromage disparaît. Et là, les souris, elles vont très rapidement réagir et partir à la recherche d'un nouvel endroit pour trouver du fromage. Et à côté de ça, les 2 petites personnes, elles, Hem et Ha, en revanche, elles vont être bouleversées. Hem, il va refuser de bouger en se disant que le fromage reviendra. Il y a de la colère, il y a du fait que c'est de l'injustice parce que son fromage n'est pas là, il comprend pas pourquoi il n'y a pas son fromage. Et l'autre petite personne aussi qui, elle, hésite, réfléchit, elle a envie d'aller dans le labyrinthe, mais elle a peur, elle ne sait pas ce qui l'attend, elle a espoir qu'il y ait le fromage qui revienne à nouveau, mais elle ne sait pas, etc. Et elle, finalement, décide de s'aventurer dans le labyrinthe pour chercher un nouveau fromage. Et donc, c'est cette petite personne qu'on suit durant le reste de l'histoire qui va raconter les leçons qu'elle apprend dans le labyrinthe, dans sa quête de fromage. Et notamment, alors si tu souhaites lire le livre, je spoil un peu, hein, donc t'as dû le remarquer, mais fais écoute rapide jusqu'à la fin. Mais en gros, pendant cette quête, la petite personne va réaliser que le changement est inévitable et qu'il faut s'adapter pour trouver des nouvelles opportunités. Et donc le livre pousse à la réflexion sur le changement, sur le fait qu'il est inévitable, qu'on doit s'adapter, etc. Et finalement, elle trouvera du fromage, le fromage encore plus exceptionnel. Et donc elle comprend, cette petite personne, que la peur du changement peut être surmontée par l'action et l'adaptabilité, tandis que l'autre petite personne, elle est toujours restée bloquée dans ses anciennes habitudes, elle refuse toujours de partir et d'accepter la réalité, et donc elle est toujours dans sa frustration et sa colère en attendant que du fromage revienne alors que le fromage ne reviendra pas. Et donc, tout ça pour dire, si on transpose un peu cette petite histoire de au lieu du fromage, c'est le client idéal. Admettons, il y a le fromage, c'est le client idéal, et il y a autre chose qui peut tomber, c'est l'anti-client, tu vois. C'est comme si tous les jours, donc tu as ton client idéal, tu vas dans ton labyrinthe, là, trouver ton client idéal, et un jour, paf, au final, c'est pas ton client idéal qui est là, c'est un autre. Et soit tu peux décider de partir et te mettre à la recherche de ton client idéal, soit tu peux rester avec l'autre et te dire en fait, c'est pas juste, mais je m'en contente, etc. J'ai peur de l'inconnu. Ce qui est en soi tout à fait normal, hein. J'en rigole un peu, mais le changement peut être très déstabilisant et c'est normal aussi d'avoir des craintes et des peurs face au changement. Le tout étant de pouvoir les identifier, d'être bienveillant avec soi-même pour pouvoir les surmonter et avancer, continuer d'avancer. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Donc pour résumer, ce dont je t'ai parlé, c'est le fait de connaître ses valeurs et ses antivaleurs de manière très précise pour pouvoir attirer son client idéal, pour pouvoir savoir aussi quand est-ce que nos limites sont dépassées et de dresser vraiment une liste précise du client idéal. Comment mon client idéal se comporte avec moi, qu'est-ce que j'attends de lui versus ce que je ne veux pas. À cet effet d'avoir aussi des listes de drapeaux verts, orange, rouge pour pouvoir identifier très clairement qu'est-ce qui te convient ou pas et pouvoir derrière agir en conséquence. Agir en conséquence avec aussi la conviction que ce que tu fais est la bonne chose et que tu es ton meilleur allié. J'espère que cet épisode t'a plu. En tout cas, si c'est le cas, tu peux me le dire en story sur Insta ou alors m'envoyer un message, ça fait toujours plaisir. Et je te dis à très vite sur le podcast. Merci pour ton écoute. Si cet épisode t'a plu, je te laisse le partager autour de toi pour le faire découvrir aux autres et lui mettre 5 étoiles. Prends soin de toi et à bientôt.